à toutes et à tous. Alors vous qui êtes en salle avec nous, et puis je salue également les personnes qui nous suivent actuellement en streaming. Alors juste avant de démarrer, j'ai quelques informations d'usage. Si vous souhaitez une traduction, sachez que c'est possible. Il y a des casques, je crois qu'il y a des casques à disposition, et surtout, je vous invite à scanner le QR code qui est sur les panneaux traduction pour pouvoir y accéder directement. Maintenant que les informations d'usage sont passées, alors sans vouloir paraphraser Monsieur le ministre ou Nicolas Pereira, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de transition écologique, c'est souvent sous le prisme de l'urgence et en ce moment plutôt sur celui du renoncement. Pourtant, sur le terrain, dans les entreprises, les collectivités, mais aussi les territoires, des choses se font déjà, des solutions efficaces et concrètes existent. Et donc on va démarrer avec notre première table ronde qui va ouvrir cette journée. L'ambition de cette table ronde, c'est de vous partager des exemples concrets, des leviers d'action et puis aussi des retours d'expérience pour vous montrer que le futur, il est bien là, il se construit ici et maintenant. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'inviter notre premier panel. J'invite à nous rejoindre Valérie Compson-Tonja, directrice de l'impact pour BPCE, Isabelle Spiegel, directrice environnement pour le groupe Vinci, Yann Verling, qui est vice-président de la région Île-de-France, chargée de la transition écologique, du climat et de la biodiversité, et enfin Brune Poirson, fondatrice d'UDAN. On peut les applaudir s'il vous plaît. Je vous invite à prendre place. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous avoir avec nous pour cette séquence d'ouverture. Première question pour vous, Brune Poirson, je me permets. Est-ce que vous avez occupé différentes fonctions qui, on peut le dire, chacune ont été une sorte d'observatoire de la transition écologique. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'affirmer que le futur est en train de se construire? Et puis aussi, selon vous, quels sont les signaux les plus tangibles que la transition écologique est déjà à l'œuvre? Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Bravo encore à Nicolas de nous avoir tous réunis ici aujourd'hui, puisqu'on a besoin, je crois, de se serrer les coudes. Effectivement, je pense qu'on est dans une période de crise majeure, hein, on va quand même dire ça, en tout cas de crise dans le sens où on abordait les questions environnementales et peut-être sociales, mais j'y reviendrai. Mais je pense que c'est une crise qui est quelque part assez salutaire. Alors peut-être que j'y vais un peu fort, mais je crois que le futur se construit parce que quelque part la transition écologique, on la prend aussi plus sérieusement. On la prend plus sérieusement parce qu'en fait, on l'a fait rentrer dans une équation géopolitique qui a quand même radicalement changé et politique aussi en France avec des aspirations des citoyens et des consommateurs qui a aussi beaucoup évolué. Donc je crois que l'espoir, en tout cas le futur qui se construit, si on ne prend pas en compte très sérieusement tous les écueils jusqu'à présent, alors c'est de la trahison, quelque part. Et alors plusieurs points, parce qu'il faut quand même regarder les choses positivement, donc hormis le fait qu'une crise est toujours, ou pas toujours, mais en tout cas il faut se le dire, une opportunité, en tout cas c'est comme ça qu'il faut la construire. La deuxième chose, c'est que malheureusement le réchauffement climatique continue à être une réalité, plus que jamais, on le voit et on le constate tous les jours empiriquement, et donc il y a une nécessité de s'adapter. Et en fait, l'adaptation, c'est une obligation, c'est un fait, et donc c'est ça qui va quelque part continuer à entraîner de l'action. On peut regarder aussi certaines choses qui ont évolué plutôt positivement. Si on regarde par exemple l'année 2025, ça a été une année charnière au niveau l'énergétique et électrique en Europe. Je pense notamment au fait qu'on a produit plus d'électricité à base de solaire et d'éolien que d'énergie fossile. Un troisième qui est important, c'est aussi la question de la réduction des dépendances. Et là, la transition écologique, on sort des mots et elle devient extrêmement concrète. Et beaucoup d'entre nous disent on est en crise, c'est plus du tout une priorité. En réalité, c'est parce que c'est en train de devenir, alors pas sur tous les aspects malheureusement, et la question de la biodiversité reste encore le parent pauvre, mais c'est en train de devenir une question qui est vraiment stratégique et qui remonte au cœur des entreprises, qui remonte très haut aussi au sommet de l'État. Et enfin, la troisième chose, la dernière, j'ai du mal à compter ce matin, c'est la question de la cohérence. Il faut quand même se dire qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup du langage, et je crois qu'on reviendra sur la question du récit, devient quasiment inaudible, voire crée parfois du rejet, c'est parce que nous avons manqué de cohérence.
et en particulier sur les aspects de justice sociale et sur les aspects de partage du fardeau et du poids. Alors bien sûr, il y a une équation budgétaire qui est extrêmement compliquée, mais combien d'entre nous, et je jette un peu un pavé dans la mare, mais combien d'entre nous travaillent pour des entreprises qui parlent de salaire décent et de travail décent, mais qui ne se penchent pas sérieusement aussi sur la question du partage du profit et de l'égalité salariale, même plus largement. Et je crois que c'est toute une série d'incohérences qui mène aussi à cette situation, quelque part, de crise de confiance. Mais je pense qu'on est dans un moment charnière, et si on regarde les choses objectivement, alors on peut transformer l'essai et faire de la transition écologique quelque chose d'absolument stratégique et extrêmement sérieux, et on le voit très concrètement, on y est presque. Merci beaucoup on retient vos 3 points d'éclairage. Alors, à l'échelle d'une collectivité comme la région Île-de-France, Yann Verling, jusqu'où est-ce qu'on peut agir concrètement pour opérer la transition écologique? Et puis, sur quel levier prioritaire est-ce que vous avez choisi de concentrer l'action publique régionale? D'abord, bonjour à toutes et tous. Et moi, je suis très content d'être ici. Puis, je voulais saluer aussi une forme de courage de Nicolas Pereira d'avoir organisé ce World Impact Summit, parce que la période est compliquée. Effectivement, comme l'a dit Brune, la période est compliquée. Et son pari depuis quelques années avec ce World Impact Summit qui vient en Île-de-France cette année, c'est de faire la démonstration qu'on ne peut pas aborder la question de la transition écologique indépendamment de tous les acteurs qui composent aujourd'hui la société dans laquelle on est, notamment le tissu économique. Donc, je sais que Brune partage ce point, mais il y a différentes visions en termes d'écologie. Il y a ceux qui pensent qu'on peut se passer du monde de l'entreprise, du monde économique pour faire avancer la transition écologique. Je crois que certains ont manifesté leur désapprobation sur cet événement, et je salue encore une fois le courage de Nicolas de l'avoir fait. Et puis il y a ceux qui, comme nous, pensons que c'est juste incontournable. C'est juste incontournable de travailler avec tout le monde économique. Donc je voulais juste apporter ce point de soutien sur cet événement aujourd'hui. Ensuite, pour votre question, la région Île-de-France, c'est un endroit exceptionnel, parce que pour ceux qui ont un petit peu voyagé dans le monde, il y a une expression qui dit, je m'en souviens bien, c'est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et il faut le faire, parce que la région Île-de-France, quand vous la regardez en dézoomant un petit peu, c'est une région extraordinaire. On occupe 3% du territoire français, un peu moins d'ailleurs, un peu moins de 3% du territoire. Nous avons 20% de la population française qui vit en Île-de-France, et nous concentrons 30% du PIB français. Donc c'est vous dire les enjeux qui se concentrent sur cette toute petite région, qui sont considérables. Et après, je vais vous donner d'autres chiffres qui sont stupéfiants. C'est que quand vous êtes ici, même si l'endroit est magnifique et un peu espacé, en réalité, c'est un endroit hyper dense, le centre de l'Île-de-France. Paris, la première couronne, je crois que Paris est une des 10 villes les plus denses du monde. Donc vous voyez à peu près le défi qu'on a. Mais, sur les 3 petits pourcents du territoire de France, nous avons 75% de ce territoire qui n'est pas urbanisé. On a du mal à le croire, mais c'est la réalité. 75%. Et un des défis de la transition, c'est aussi de savoir partager l'espace entre tous les usages, entre les besoins de logement, les besoins d'occupation du sol en termes d'infrastructure. Vous en parlerez certainement. Les forêts dont on a besoin, 25% du territoire francilien, c'est des forêts. On en a d'autant plus besoin que c'est des puits de carbone. Et toutes les terres agricoles, et on a besoin de se nourrir. Donc tout ça, on veut le préserver, et c'est un enjeu fort pour nous, extrêmement politique, de préserver cet équilibre qui est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 25%, 75%. Et on a récemment adopté un schéma directeur d'urbanisme qui va maintenir cet équilibre, 75-25, sur les 40 années qui viennent. C'est vous dire le défi considérable qu'on a devant nous. Alors, il ne suffit pas de dire qu'on va le faire. Après, il faut travailler très concrètement de manière... Le défi d'une collectivité locale, c'est de travailler justement avec tous les acteurs pour réussir ce genre de défi d'aménagement. Alors c'est ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne se refuse pas des artificialisations encore, mais on doit compenser. Le sujet de la compensation est extrêmement complexe, mais je ne vais pas l'ouvrir ici.
Le deuxième défi, c'est évidemment, en termes d'aménagement, et ça c'est un levier que nous on a, c'est évidemment la décarbonation. La décarbonation, c'est un enjeu souverain extrêmement important, en plus d'être un enjeu écologique, puisque se passer des énergies fossiles, le ministre l'a dit tout à l'heure, la facture énergétique, parce qu'on achète du fossile, c'est plus de 60 milliards d'euros par an. Donc décarboner, c'est l'enjeu crucial. Ça se fait au niveau national, ça se fait aussi au niveau local. Nous, on a un gros levier, un énorme levier, nous, région Île-de-France, c'est les transports. La moitié de notre budget, 2,5 milliards, est consacré, enfin le budget des transports c'est 9 milliards, mais la contribution de la région Île-de-France, c'est la moitié de son budget, 2,5 milliards, il est consacré au transport. C'est vraiment pas anecdotique. Et quand je vous dis qu'il faut se comparer, c'est que quand vous allez ailleurs dans le monde, il y a très peu de régions dans le monde qui ont une offre de transport en commun aussi dense que ce qu'on a en Île-de-France. Les Franciliens se plaignent tout le temps. Voilà, moi aussi, des fois, j'ai mon métro qui est en retard ou mon bus qui ne vient pas à l'heure, etc. Je râle, mais quand même, on a une offre d'une densité extraordinaire. Il faut s'en rendre compte et on va encore l'améliorer et ça participe de la décarbonation puisque le transport, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut vraiment encore et encore travailler cette question. Et demain, alors déjà, on a une offre dense, on va encore la densifier davantage puisqu'on va mettre en circulation le Grand Paris Express entre 2026 et 2031. 4 nouvelles lignes de métro, c'est considérable, c'est énorme, ça va vraiment révolutionner encore les transports en Île-de-France. Mais j'ai l'impression que je suis trop long et vous me... Non, il y a juste, voilà. Et puis le vélo aussi, alors j'aime bien parce que vous parliez de RER vélo ou d'autoroute des vélos, est-ce que très rapidement vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous développez aussi C'est un autre gros défi, on a effectivement une révolution nouvelle qui vient de s'opérer, c'est à peu près depuis le Covid, où les gens sans forcément qu'il y ait une vraie politique publique d'incitation forte, mais c'est une réalité, les gens ont pris le vélo. Beaucoup plus qu'avant. Il y avait déjà des offres de pistes cyclables, il y avait déjà pas mal de vélos. C'était plutôt le vélo loisir autrefois. On a complètement switché sur le vélo de domicile-travail, comme on utiliserait une voiture ou un transport en commun. Mais le point noir, et c'est ce qu'on a décidé de prendre en main depuis 4 ans maintenant, c'est de pouvoir circuler facilement, comme sur une autoroute, comme sur une route, comme dans un RER, de pouvoir rejoindre un point à un autre, sur une région, encore une fois, qui n'est pas gigantesque, mais quand même, les trajets vélo, c'est quelques kilomètres quand même, donc il faut les faire, et c'est bien de pouvoir les faire en étant sur sa voie, comme sur une route, sans obstacles majeurs, pouvoir franchir les obstacles. Et donc aujourd'hui, le chantier qu'on a lancé depuis 5 ans, qui s'appelle, alors ça s'appelait avant le RER vélo, on l'a changé, on appelle ça maintenant Vélo Île-de-France pour vraiment lui donner sa marque au vélo sans le confondre avec le RER. Donc le Vélo Île-de-France, c'est un réseau qui ressemble du coup au réseau RER, de pistes cyclables continues, à travers toutes les 2 France, en étoile et en circulaire, qui va permettre aux Franciliens de pouvoir, et ça, il y a déjà beaucoup de pistes cyclables qui sont sorties de terre, pouvoir joindre un point à un autre en vélo de manière sécurisée, avec le franchissement de tous les points noirs, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de pistes cyclables dans les villes, à Paris notamment, et dans les premières couronnes. Le point difficile, c'est les jonctions. Entre 2 villes, des fois, il n'y a pas la piste cyclable. Elle s'arrête, il faut prendre des carrefours parfois un peu dangereux et rejoindre une autre piste cyclable plus loin. Et nous, notre travail, c'est de faire la jonction. C'est très clair. Et donc, levier d'action concrète sur laquelle la région a la main, enfin, notamment sur le sujet des transports. Je reviens aux propos du ministre qui évoquait évidemment le sujet du financement. Alors, on le sait, un des enjeux centraux aujourd'hui de la transition écologique, ça reste le financement. Je me tourne vers vous, Valérie. Je me permets d'énoncer l'ambition du groupe BPCE, qui est la suivante: rendre l'impact accessible à tous. Alors, c'est parfait, ça résonne avec la thématique de ce sommet. Alors, quand on est le deuxième groupe bancaire français et finançant près d'un quart de l'économie, comment justement on crée les conditions du passage à l'action auprès d'un public différent? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous touchez les particuliers, entreprises, professionnels, mais également les partenaires. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour rendre l'impact accessible à tous? Bonjour à toutes et tous. Avant de vous répondre, je salue aussi l'initiative de ce matin qui est de se réunir et de se dire que les acteurs publics, privés, doivent poursuivre un but unique et partagé si on a envie de réussir. Donc moi, je vais vous parler avec ma casquette de banquière, au nom des banques populaires, des caisses d'épargne, mais aussi des marques du groupe qui accompagnent les clients à l'international. Et effectivement, quand on s'est fixé cet objectif de rendre l'impact accessible à tous, c'est pour rebondir sur ce que disait Monsieur le Ministre en introduction, c'est que chacun a besoin d'être accompagné en bas de chez lui, avec des questions très différentes, en fonction de si
On habite dans la merveilleuse région d'Île-de-France, où j'étais hier en Occitanie, à Mende en l'occurrence, où on a des problématiques très différentes, mais on a besoin d'accompagner chacun dans ce qu'il peut faire. Donc rendre l'impact accessible à tous, c'est d'abord sensibiliser massivement à ce dont on parle, en nommant les choses de façon très précise. Et ça, c'est très différent en fonction de si je parle à un particulier, à un artisan, à une PME ou à un grand groupe international. Pour les particuliers, rendre l'impact accessible à tous pour nous, sensibiliser massivement, ça passe par deux choses. D'abord, former nos conseillers qui, dans nos agences, on est encore présents sur les territoires. C'est une des marques de fabrique de notre groupe territorial, pouvoir le conseiller. Mais aussi d'être là où nos clients particuliers vont le plus souvent, c'est dans leur application de gestion des comptes digitale. Ça peut sembler évident, mais on a mené l'effort de monter un partenariat avec l'ADEME pour permettre à nos clients de mesurer leur empreinte carbone et de pouvoir identifier de façon très précise les sujets sur lesquels ils souhaitent agir. Alors on a aujourd'hui près de 6 millions de Français qui se sont rendus dans cet espace-là. C'est très facile pour eux puisque c'est à l'endroit où ils vont gérer leur compte, faire leur virement et vérifier si leur salaire est bien tombé ce mois-ci. Et quand ils font ces démarches-là, on se rend compte que ce sur quoi ils ont envie qu'on les accompagne assez rapidement, et ça c'est notre métier de banquier, le sujet principal c'est la rénovation énergétique du logement. Et ça tombe bien parce que vous le savez, c'est un des principaux postes justement d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on ne va pas leur parler d'émissions de gaz à effet de serre, on va leur parler de façon très concrète de comment je fais si je veux rénover mon logement. Et pour ça, après avoir sensibilisé, c'est-à-dire je mesure mon empreinte carbone, bénéficier de conseils, il faut bien sûr pouvoir financer, mais aussi apporter des solutions plus globales. Par exemple, permettre d'avoir un diagnostic énergétique et un conseil, c'est quoi les travaux que je peux mener moi. Donc ça passe par un partenariat avec Cosy Énergie, qui est un acteur qui va leur permettre de dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire précisément moi, dans mon appartement, dans mon logement. Et on a financé l'année dernière un peu plus d'1,2 milliard de rénovation énergétique pour les particuliers en France, mais on le fait parce qu'en amont, on a sensibilisé. Donc je sensibilise, je conseille et j'apporte une solution pratique. Pour les entreprises, c'est très différent. Sur les PME en France, dans les régions qu'on accompagne, les banques populaires et les caisses d'épargne ont cet enjeu de travailler en fonction des secteurs économiques et des tailles des entreprises. On n'a évidemment pas les mêmes questions quand on est une entreprise de taille intermédiaire ou une TPE. Et pour ça, sensibiliser massivement, c'est passer par le déploiement d'un outil qu'on appelle le dialogue ESG. Ce n'est pas un questionnaire, c'est un dialogue. C'est comment est-ce qu'on a les capacités, et on le fait tous les jours, de nouer un dialogue avec les chefs d'entreprise en leur posant des questions très très pratiques sur ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Par exemple, comment est-ce qu'ils gèrent la question énergétique? On se l'est dit plusieurs fois ce matin, c'est tout à fait clé. Les ENR pour eux, à hauteur de chef d'entreprise, c'est par exemple de l'autoconsommation, comment je m'équipe en panneaux solaires. Donc on va parler de choses concrètes. C'est par exemple comment vous traitez vos sujets de la mobilité. Est-ce que vous pouvez électrifier vos flottes? C'est par exemple comment vous allez travailler sur vos bâtiments pour les décarboner. Est-ce que vous avez besoin de faire des travaux? Donc ce dialogue ESG, on a pour ambition à la fin de l'année 2026 de l'avoir mené avec tous les chefs d'entreprise qu'on accompagne régulièrement. C'est un vrai enjeu, ça fonctionne parce que là aussi on se met à leur hauteur. Et puis ensuite avec les grands groupes internationaux, c'est très différent. Ils connaissent par cœur les sujets clés qu'on aborde aussi avec les PME qui sont comment vous travaillez sur votre chaîne de valeur. Comment vous sécurisez vos approvisionnements. Et vous le disiez, Brune, en introduction, l'actualité a cette conséquence qu'on peut souligner de faire en sorte que tout le monde se dit que quand même se poser la question de sa chaîne d'approvisionnement, ça peut être assez vertueux pour avoir des modèles d'affaires résilients. Et ça, les plus grands groupes le travaillent déjà. On leur apporte des expertises précises sur la décarbonation, sur leur plan de transition, avec, pour notre marque qui s'appelle Natixis CIB, un Green Hub qui porte vraiment des expertises, qui va mettre à leur disposition des outils de financement très spécifiques, des obligations vertes, des prêts qui vont travailler sur des sujets très particuliers. La clé dans tout ça, c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'est rendre l'impact accessible à tous et en fonction de l'acteur économique, l'aider à se poser les bonnes questions, lui apporter les bonnes solutions, évidemment le financer. Mais quand on finance, vous le savez, un crédit vous engage et doit être remboursé. On a quelqu'un qui s'endette et donc il faut bien pouvoir porter, qu'on soit un particulier, une TPE ou une PME, l'envie de cet endettement et donc être sensibilisé à ce que ça va leur apporter à eux. C'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle et avec notre casquette de banquier.
Merci beaucoup Valérie. Alors Isabelle, je sais que cette notion d'accessibilité, elle résonne aussi pour vous et pour Vinci, qui intervient, je le rappelle, au cœur des territoires et auprès des collectivités. Alors même question que pour Valérie. Aujourd'hui, qu'est-ce que signifie concrètement dans vos projets avoir une approche accessible? Et puis quels sont concrètement les leviers opérationnels qui permettent de l'opérer? Eh bien, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Ça marche. Voilà, c'est tout bon. Effectivement, alors, le monsieur le ministre vient de le dire en introduction, la transition, elle est déjà accessible et désirable. Et donc, pour ceux qui ont encore des doutes, je pense qu'il faut se référer au premier point de Brune. Aujourd'hui, en tant que, les questions de géopolitique fait que de toute façon, pour des questions de souveraineté et d'indépendance, à commencer énergétique, ça va totalement dans le même sens que la décarbonation. Moi, j'ai envie de dire, effectivement, on est opérateur d'infrastructures, on est constructeur d'infrastructures, on est entreteneur, mainteneur d'infrastructures. On a la chance d'avoir des réseaux d'infrastructures déjà existants en France. Donc, si je reprends un peu les courbes du changement, on va se dire en innovation... Excusez-moi. En innovation, on a souvent le triangle de l'action et du changement. On va dire qu'il y a des dispositifs réglementaires, donc obligés, interdire. C'est le premier, c'est le haut du triangle. Ensuite, il y a l'incitation, bonus-malus ou autre typologie d'incitation. Mais la base du triangle, c'est l'accessible. En gros, est-ce qu'on a les réseaux de transport en commun, les réseaux de vélo, etc. Donc nous, on s'est posé cette question-là sur, par exemple, Vinci Autoroute, à se dire la décarbonation des transports. Donc on a une infrastructure qui existe, qui aujourd'hui fait circuler des poids lourds et des voitures, qui sont carbonés par le carburant qu'ils utilisent. On a le véhicule électrique qui arrive. Comment rendre accessible le fait de faire son trajet de plusieurs centaines de kilomètres? En installant des bornes de recharge. Donc aujourd'hui, on a installé 55 bornes pour 100 km. On est le plus grand en nombre de tous les concessionnaires européens. On se dit, voilà, il faut accélérer ça, c'est entre nos mains. C'est-à-dire qu'il faut passer ce cap de l'inaccessibilité à un moyen de recharge et passer cette barrière psychologique. De la même manière qu'on va travailler sur des parkings de covoiturage. Plus de 69, je crois, existent aujourd'hui. On travaille sur 80 en plus pour se dire, c'est pareil, le covoiturage, il y a un problème de logistique, de savoir garer sa voiture, etc. Et on en développe des aires de service, hein, c'est pas seulement des parkings, finalement pour faire en sorte que cette infrastructure transitionne aussi et aborde ce premier palier, en fait, qui est la base du triangle du changement de l'accessibilité. Et ça tombe bien parce que le milieu du triangle, c'est le côté désirabilité, c'est le côté avoir du fun, c'est le côté est-ce qu'en plus ça nous fait envie d'aller faire ça. Alors si je reprends mon exemple des véhicules électriques, c'est de se dire avec le badge chez les péages, on travaille sur des applis, etc. Donc c'est Ulysse, qui permet de dire déjà vous localisez les bornes, on vous dit si elles marchent pas, on vous permet de payer avec le même système. Donc en fait on rend la facilité d'accès un petit peu plus désirable. Mais si je prends un des exemples, et je vais revenir sur l'aménagement urbain, la conversion, le côté remettre de la nature en ville, faire convertir des cours d'école en espaces végétalisés, alors là, on est vraiment dans la désirabilité du citoyen. On a un think tank dans le groupe qui s'appelle La Fabrique de la Cité, qui sort à peu près une publication par mois. Sur 2025, celle qui a cartonné, c'est-à-dire la plus téléchargée, regardée, lue et tout, c'est celle-là. C'est sur la conversion des cours d'école et la végétalisation des cours d'école. Et alors ça tombe bien, parce que là, pour le coup, on est dans à la fois le côté bien-être, c'est-à-dire qu'on va redonner un espace naturel, on est dans l'adaptation au changement climatique. Et je trouve que c'est ultra intéressant de se dire, donc c'est la lutte contre les îlots de chaleur, hein, on recrée des îlots de fraîcheur. Dans un groupe comme le nôtre, on s'est aussi posé les questions internes de comment je fais transitionner, comment ce nouveau sujet, alors qu'on fait de l'infrastructure, on fait plutôt du minéral. C'est-à-dire on a cette image de bétonneur, artificialisateur des sols, etc. Comment on va faire en sorte que nos collègues, qui aujourd'hui sont déjà en place, et ils sont pas loin de 300 000, ne voient pas le côté végétalisation comme juste une nouvelle activité de Vinci, c'est-à-dire que Vinci demain fera peut-être du paysage, c'est très bien, c'est nos frères et sœurs du groupe, mais c'est pas nous. Et donc on a travaillé sur des leviers techniques, à vraiment se dire finalement recréer des sols, recréer des technosols avec une partie de sol végétal, c'est en fait nos métiers, du sable, des cailloux, du compost, ça on sait faire. Travailler les réseaux d'eau. Donc c'est pareil, pendant des années, on a mis des réseaux d'eau pour évacuer les eaux de pluie vers la rivière, etc. Là, on va reconnecter aux espaces végétaux. Je suis désolée. On va vous ramener un verre d'eau.
Donc on va reconnecter et donc déconnecter plutôt les réseaux d'eau, donc les réseaux d'eau pluviale de l'eau, et donc permettre l'infiltration. Donc là aussi c'est nos métiers, donc j'ai déjà 2 leviers techniques. La couleur du revêtement, le fait de faire du vêtement drainant ou pas drainant, etc., c'est pareil. 3e levier technique qui est dans notre offre sur ce verdissement. Et puis le 4e, le végétal. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose qu'on va sous-traiter ou faire appel à des pros parce qu'effectivement, on n'est pas un aménageur paysagiste, etc. Et donc, ça nous a permis en quelques années de se dire, on forme nos personnes, c'est de l'évaluation, c'est de l'évolution et de la transition incrémentale qui devient désirable pour nos équipes aussi. Donc j'avais envie de vous donner cet exemple aussi d'évolution interne, c'est-à-dire finalement c'est pas un nouveau truc qu'on va faire différemment, mais on va transitionner et tout. Et c'est vrai que je parle beaucoup, et je pense que c'est vraiment valide pour nous tous en 2026, des co-bénéfices. C'est-à-dire aujourd'hui, transition environnementale, sociale, économique, tout ça, ça va ensemble. Donc n'hésitons pas à promouvoir plus ça, et y compris la question de bien-être et de comment répondre à des besoins des citoyens. Merci beaucoup Isabelle. Alors, je reviens Brune à un des points que vous évoquiez qui est celui du langage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question de comment, avec quels mots, quels imaginaires on adresse aujourd'hui le sujet de la transition écologique. Ça fait 3-4 ans qu'on parle beaucoup de nouveaux imaginaires, nouveaux récits, etc. Mais concrètement, comment est-ce que ça se traduit et comment est-ce qu'on fait cette bascule-là? Et puis l'équation, elle n'est pas simple. Parce que ça le demande aussi quelque part de ne pas masquer la difficulté ni éluder les contraintes et les défis majeurs qu'on connaît, et de tenir aussi par ailleurs en compte une question de justice sociale. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour adresser ce sujet de la transition écologique de manière accessible et durable ? Si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien vous donner la réponse, mais je pense qu'on est tous en train de tâtonner. En tout cas, la première chose, c'est déjà d'avoir un constat lucide. Et très objectivement, jusqu'à présent, le discours qu'on a tenu, et dans le « on », évidemment, je m'inclus au premier chef parce que j'ai été à la fois ministre et dans une entreprise privée, donc des deux côtés, en charge du développement durable. Et force est de constater que ni dans un cas ni dans l'autre, j'ai complètement réussi évidemment à changer le discours. En tout cas, ce discours tel qu'on l'a connu et tel qu'on l'a porté pendant longtemps, il ne percole pas, il ne fonctionne pas, et aujourd'hui, il a même été attrapé par des responsables politiques cyniques, je pense qu'il faut le dire, comme un outil, au contraire, qui leur permet, eux, d'accroître leur voix et leur domination des esprits. Et donc ça, je pense que ce que ça veut dire, déjà, il faut qu'on fasse tous collectivement notre aggiornamiento. Mais au sens premier du terme, aggiornamiento, c'est un terme qui vient de l'Église, qui veut dire vraiment mise à jour, c'est-à-dire adaptation de l'institution à la réalité contemporaine. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on ait le courage de se dire que, en fait, si on continue à avoir tout ce jargon, finalement, on finit par... on est en vase clos et on n'arrive pas à convaincre. Pourquoi aussi ? Parce qu'on a fait de la transition écologique l'aboutissement de tout. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est difficile pour nous, il faut faire cette révolution. Isabelle en parlait, la question des co-bénéfices. En fait, il faut oser plutôt se diluer. Mais en fait, dans le monde de la transition écologique, on en parlait tout le temps. Oui, la transition écologique doit être dans tout. Mais finalement, c'était considéré comme l'alpha et l'oméga, et tout le monde devait s'adapter à un jargon, à une façon de voir les choses qui était celui... Je caricature, mais un petit peu d'une élite un peu technocratique, aussi bien dans le privé que dans le public. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on repense très profondément la façon dont on en parle, en insistant, et vous l'avez tous dit, sur la santé, le bien-être. On le faisait, mais il faut aller très loin, et il y a des termes qu'il faut juste tout simplement plus utiliser. Je pense aussi qu'il faut qu'on se dise que c'est un travail à faire qui doit aussi être relié à d'autres thèmes, à d'autres sujets. On a parlé de la souveraineté, mais la question de la souveraineté plus largement, c'est la question de la liberté. On doit aussi l'allier à la souveraineté numérique. Et je crois que cette question de la liberté, elle est majeure. Est-ce qu'on veut être maître de notre destin ou pas ? Si oui, alors on ne va pas devenir pleinement souverain, ça n'existe pas, ce n'est pas possible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais il faut qu'on fasse ce travail de réduction de la dépendance. Et si on n'ancre pas la transition écologique vraiment pleinement dans ce travail-là, qui est plus large, qui va avec le numérique aussi, alors on n'y arrivera pas. Et la troisième chose, c'est évidemment se centrer et accélérer, c'est une évidence, c'est ce qu'on essaye tous de faire,
sur l'action. Et comment est-ce qu'on accélère l'action? En parlant des sujets différemment et surtout en évitant des grands débats, parce que je pense, moi, que le débat national, il est bloqué. Et en travaillant vraiment à l'échelle locale, extrêmement concrète, un peu ce que disait Yann, tout en faisant attention à nettoyer aussi notre langage. Alors évidemment, on va me dire, bah oui, mais ça c'est 1984, c'est la meilleure façon de faire disparaître un sujet, c'est de ne plus en parler. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on fasse du judo, parce que tant qu'on continuera à en parler comme on en parle aujourd'hui, on deviendra une proie et une cible extrêmement facile pour tous ceux qui ne veulent rien faire et qui ne veulent pas changer. Et ça, c'est un travail qui est difficile, mais je pense qu'il est extrêmement urgent de le faire. Et si on change ce langage, si on change cette façon de travailler, si on insiste beaucoup plus sur la notion de liberté et de maîtrise de son propre destin et de co-bénéfice à l'échelle extrêmement locale, je pense qu'on peut continuer à accélérer l'action. Mais voilà, il y a des phases dans la vie, et là, il faut qu'on remette et qu'on recrée des fondations extrêmement solides, parce que je pense que la façon dont nous parlons des questions d'ESG, de développement durable et de dialogue des parties prenantes, etc., je pense que c'est fondamental de le faire sur la méthode. Je pense que la façon dont on en parle aujourd'hui, elle fait fuir. Yann, vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui, du moins à l'échelle de la région Île-de-France, les citoyens et citoyennes étaient plutôt embarqués de manière globale sur la transition écologique, même si tous les sujets ne font pas consensus. Quand on est une collectivité, comment est-ce qu'on adresse ce sujet et comment est-ce qu'on s'assure, encore une fois, d'embarquer le plus grand nombre? Alors, moi, je voulais d'abord dire que j'étais vraiment à 1000% d'accord avec ce que venait de dire Brune Poirson. Parce que j'ai regardé des sondages, les dernières études d'opinion, alors pas sur l'Île-de-France, sur la France entière, c'est pareil, à mon avis, l'Île-de-France, où j'ai noté des choses qui sont assez... qui résonnent dans la situation dans laquelle on est. Parce que tout le monde parle du backlash écologique, etc. Mais quand on regarde de plus près, les derniers sondages les plus récents sur ce que pensent les gens sur l'écologie, etc., on a... quand on descend d'ailleurs dans des items, hein, on ne parle pas d'environnement ou d'écologie de manière générale, mais on descend dans les items. L'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire, enfin le tri des déchets, parce que l'économie circulaire, ça ne parle pas trop, mais le tri des déchets, la protection de la nature, le changement climatique. 80-90% des Français disent « ça me préoccupe, il faut qu'on fasse quelque chose, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc dire que les gens se désintéressent du sujet, c'est faux. Parce que quand on va dans le détail, hein, et bien, quand tu utilises le mot écologie, là ça parle moins. Mais quand on va dans le détail de quoi on parle concrètement, ça parle aux gens, hein, la protection de la nature, ça parle très concrètement aux gens. Là, ils sont en adhésion, mais massive. Et alors, il y a un autre chiffre qui peut paraître totalement contraire, mais qui explique bien toute la situation. La même proportion de Français estiment que alors ils s'appellent ça la mouvance écologiste au sens large, les écolos, j'en fais partie, estiment que nous n'avons pas les bonnes solutions. 90% des gens estiment que la mouvance écologiste n'apporte pas les bonnes solutions et les bonnes réponses. Et c'est là où je rejoins Brune sur la remise en question de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent qui ne va pas. Et là-dessus, je pense que moi, je teste tous les jours, comme disait Brune, on tâtonne, on expérimente tous les jours des choses qui marchent, qui passent. Effectivement, par exemple, le sujet de l'adaptation, nous on l'a pris à bras-le-corps au niveau de la région Île-de-France, parce qu'on arrive à faire des choses extrêmement concrètes qui suscitent l'approbation des gens. Et c'est très important aujourd'hui d'aller rechercher à nouveau cette acceptabilité, cette envie de faire, et où les gens disent « Ah, ça c'est bien », plutôt que des gens qui nous disent « Ah non, mais ça c'est pas possible ». Et donc, par exemple, effectivement, nous, on finance massivement aujourd'hui les végétalisations de cours d'école, parce qu'on parle aux enfants, on parle aux parents, on transforme un espace minéral en espace végétal, on rafraîchit un espace qui est sujet à canicule en été, et les canicules, c'est pas que en été, pendant les vacances scolaires, c'est maintenant aussi en juin et en septembre, donc il faut vraiment végétaliser les cours d'école, il faut végétaliser les villes, les places publiques, les endroits, tous les îlots de chaleur. On a fait une cartographie en Île-de-France de tous les îlots de chaleur pour identifier tous les endroits où il va falloir qu'on fasse de la végétalisation, transformer ce rouge en vert. Donc ça, c'est du très concret qui suscite vraiment l'adhésion des gens. L'autre point sur lequel on voit que les gens sont de plus en plus sensibles, c'est la question de la santé environnementale.
Ils ont envie d'être rassurés sur le fait qu'en buvant de l'eau, y compris au robinet, et surtout au robinet, on ne s'empoisonne pas, qu'en respirant l'air, on ne s'empoisonne pas. Et donc là aussi, tout ce qu'on fait aujourd'hui, qui a des impacts concrets, des résultats concrets en termes d'amélioration de la qualité de l'eau ou de l'amélioration de la qualité de l'air, et en Ile-de-France, on a eu des progrès considérables en termes de qualité de l'air ces dernières années, parce qu'on a fait des choses. Alors il y a la part de politique publique, il y a la transformation du parc de véhicules, tout ça a participé, mais tout le monde s'y est mis. Là, et c'est vraiment un partenariat public-privé d'une certaine manière, où les constructeurs automobiles ont mis sur le marché des véhicules moins polluants, et les collectivités locales ont mis en place des politiques, notamment les transports en commun aujourd'hui et les offres et vélos, etc. Donc ça marche très bien. Le troisième point sur lequel je pense qu'il faut qu'on mette aussi, qu'on travaille beaucoup plus, c'est l'association entre écologie et pouvoir d'achat. Dès lors qu'on met en place une politique écologique qui améliore le pouvoir d'achat, là aussi, on crée de l'adhésion. Je prends l'exemple, par exemple, de tout ce qu'on a fait aujourd'hui en Ile-de-France en matière de géothermie. On a fait sortir la chaleur sous nos pieds pour l'amener dans les bâtiments et dans les maisons, et on a stabilisé une facture énergétique pour des milliers de foyers en Ile-de-France. Et ça aussi, les gens disent, ça c'est super, je vais plus être soumis à des aléas de factures de gaz qui font des bonds comme ça ou qui descendent plus bas. Là, j'ai une facture qui reste stable, je suis rassuré sur ma facture énergétique, c'est du pouvoir d'achat gagné, évidemment. Et puis, le dernier point, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une appétence grandissante aujourd'hui des gens sur la nature, la protection de la nature, les espèces animales, les espèces végétales, les espaces de forêt. Nous, on a par exemple en Ile-de-France, je vous ai dit 25% de forêt, c'est l'espace de respiration des Franciliens pour retrouver un peu de nature sans avoir à faire trop de kilomètres. Et d'ailleurs, on a des conflits d'usage, puisque aujourd'hui, quand un forestier coupe un arbre, il se fait insulter par les gens. Donc ça devient un vrai truc. Mais en tout cas, moi je vois bien là aujourd'hui qu'on a un sujet de protection de la nature, où chaque fois qu'on va faire quelque chose qui va améliorer la protection de la nature, on va susciter de l'adhésion à nouveau. Donc je dis que la question de rechercher à nouveau l'adhésion est fondamentale. Et effectivement, il faut chercher chaque chose. Et arrêter avec ces écologies, pardon, c'est beaucoup utilisé, mais c'est quand même un peu vrai, cette écologie de la contrainte, où à chaque fois qu'on parle d'écologie, on va annoncer une mesure de contrainte, une mesure contraignante, qui va justement susciter plus de rejet que d'adhésion, et là on est en train de perdre les gens. On est vraiment en train de perdre les gens là-dessus, et c'est ça à mon avis l'explication du backlash. Et dernier mot quand même, pour pas totalement oublier quand même, justement vous avez dit, les difficultés, c'est qu'il y a un point sur lequel il va falloir qu'on fasse très attention, c'est à continuer de bien se mettre d'accord entre pouvoir public, acteurs politiques et monde économique sur le constat partagé. Si on n'est pas à la base sur le même constat, on progresse. Parce que la question des solutions, c'est après. Mais d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur le constat partagé. Si on n'est pas d'accord sur le constat partagé, à ce moment-là, il y a des gros hiatus. Moi, j'en ai un en ce moment avec la plasturgie, où ils ont fait une campagne de com récemment sur le fait que le plastique à usage unique, pourquoi pas. Non, là on n'est plus d'accord, le constat partagé n'est plus là, et on ne peut plus avancer ensemble. Donc il faut que vraiment, de temps en temps, on se remette autour d'une table pour vérifier qu'on est bien d'accord sur le fait qu'il y a des grandes directions à poursuivre. Après, chacun voit comment on fait, comment on avance, on peut avancer plus ou moins vite, il peut y avoir des difficultés, certains secteurs ont besoin de plus de temps, tout ça on peut en discuter, mais à la base, il faut avoir le même constat. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes et j'aimerais qu'on ait le temps d'aborder le sujet de la coopération et des partenariats. Rapidement sur le sujet des récits, des imaginaires et du langage, Isabelle et Valérie, est-ce que vous avez peut-être un exemple ou un levier concret à nous partager chacune ? Alors effectivement, si quand un client pousse la porte de l'agence, la première question qu'on lui demande c'est « Bonjour Madame Martin, comment allez-vous organiser votre transition écologique aujourd'hui ?» on est assez violent, quel que soit son désir d'agir. La question du vocabulaire est clé dans le dialogue et dans la proposition de solutions. Si on lui dit « Comment est-ce que je peux vous accompagner pour rénover votre logement ?» et que par exemple, c'est ce qu'on fait, on a structuré un prêt immobilier impact qui va lui permettre d'avoir un taux plus bas si elle améliore la lettre énergétique de son logement avec une diminution des mensualités. Là, on est dans une solution concrète, on est dans un co-bénéfice puisque la personne voit tout de suite que sa mensualité de crédit va baisser et ça, c'est vertueux pour elle, pour son patrimoine, pour son territoire et pour la planète. Donc, la question du vocabulaire est très liée à la question de comment je fais adopter une solution pratique que moi, j'ai envie d'offrir à mes clients, bien sûr. Isabelle ?
Moi, j'ai envie de mettre le citoyen effectivement au centre et l'usager en fait. Alors, si je reviens sur les infrastructures, on parle dans notre domaine et beaucoup dicté par les appels d'offres publics de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment celui qui décide de faire l'ouvrage, donc l'infrastructure elle-même ou le bâtiment. Et la maîtrise d'œuvre, c'est nous, on met à disposition la main d'œuvre pour construire. Mais où est passée la maîtrise d'usage ? C'est-à-dire qui représente l'usager ? Et en fait, c'est assez intéressant de se dire, dès qu'on arrive à faire ça, et ça rejoint un tout petit peu le point, non pas seulement de la coopération, mais on a été amené à travailler beaucoup sur les trames noires, par exemple, dans le cadre de l'éclairage urbain, et de se dire, donc là, on a des compromis à faire entre éteindre pour laisser la biodiversité nocturne s'épanouir, mais assurer le sentiment de sécurité pour les citoyens. Ça ne se fait pas tout seul. Donc on est obligé d'aller chercher, de faire des études sociologiques, en fait, et effectivement de demander... Mais ce qui me donne une énorme note d'espoir sur le côté désirabilité, c'est quand on donne les bons niveaux d'information, le citoyen, c'est vous, c'est moi, il n'est pas bête, il va prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire avec un niveau de... On passe du temps, on explique, etc., on va trouver d'emblée les endroits où effectivement on peut éclairer différemment et répondre à plusieurs besoins, etc. Donc ça me laisse aussi cette grande touche d'espoir à partir du moment où celui qui va réellement utiliser l'infrastructure, ce qu'on est en train de prévoir, etc., est au centre aussi de la décision. Je crois que la période, elle appelle clairement à plus de coopération, à plus de partenariat et à faire ensemble, à mener ensemble cette transition écologique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous coopérez avec les différents acteurs publics, privés, citoyens pour permettre des coopérations efficaces ? Et moi, j'aime bien la notion de stratégie des alliés. Comment est-ce qu'on mène une stratégie des alliés efficace ? Peut-être que je vous laisse commencer, Isabelle et Valérie. Oui, de façon assez courte, effectivement. D'abord, il y a encore des sauts technologiques à faire. Donc, je ne sais pas, sur l'hydrogène, par exemple, on a attendu un certain nombre de plans de relance qui annoncent des choses sur l'hydrogène. Et puis, on a décidé de partir pour mettre de l'argent sur un fonds, pas tout seul. Les 3 premiers, c'était Air Liquide et Total Energy. D'autres ont suivi, et Vinci. Et donc, c'est le partage dans cette notion de risque aussi, d'investissement, ce qu'on n'aurait sans doute jamais fait comme ça il y a 10 ans. Et puis l'autre sur l'adaptation au changement climatique. Alors heureusement, on a tous les bons, là encore, mots d'ordre de la puissance publique, etc., qui nous dit OK, il faut travailler sur le plan d'adaptation national d'adaptation au changement climatique. On a un petit collectif d'acteurs, il y en a plusieurs parce qu'il y a une alliance pour l'adaptation qui vient de se créer. Mais à se dire, voilà, on partage un peu les mêmes sujets. C'est pas notre métier de faire de la méthodo. Donc, essayons de partager le maximum la méthodo avec les acteurs dont c'est le métier, que ce soit le CEREMA, l'ADEME, etc. Mais pour se projeter, nous, par contre, sur notre rôle d'entreprise, sur les solutions. Et donc, quand on se met ensemble autour d'une table, en général, on trouve assez vite 10 sujets sur lesquels il n'y a aucun problème de concurrence, de j'ai pas envie de partager, etc. Donc, on a plutôt, moi, dans tous les groupes de travail dans lesquels j'ai participé, la question de, en fait, c'est quoi les 3 premiers sur lesquels on peut travailler ensemble pour réussir à prioriser. Donc, je pense qu'effectivement, on est obligé de raisonner en collectif sur cette question-là, mais on a la chance d'en avoir cette conscience. Valérie. Et puis, ce collectif, nous, on a un groupe coopératif, donc ça veut dire qu'on sait par nature travailler avec ceux qui ont envie de s'engager. Et puis, on a cette dimension territoriale qui permet de décliner l'action de façon très concrète. Je vais prendre 2 exemples. Les caisses d'épargne organisent sur leur territoire ce qu'on a appelé des impact tours, qui sont des manifestations sur lesquelles j'invite et les PME, et les acteurs publics, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire à partager ensemble sur une soirée des exemples concrets de comment est-ce que j'agis, en montrant des succès pratiques et pragmatiques. Et ça marche très bien. On a la même chose côté Banque Populaire, avec une initiative qui s'appelle la Banque de la transition énergétique, qui permet de dire que l'argent qu'on collecte sur un territoire donné va financer des projets de transition qu'on donne à voir et qu'on peut partager. Et là, on est très concret parce qu'on est ici et maintenant. Et enfin, dernier exemple de coopération, on a mené avec la Fédération nationale des caisses d'épargne une enquête pour voir qu'est-ce qui préoccupe les Français, et on rejoint exactement ce que vous disiez, la biodiversité est dans leur première préoccupation, et notamment la protection des écosystèmes naturels tout près de chez eux. Et donc on a lancé une initiative où là on a coopéré avec des scientifiques, avec un expert de la biodiversité, un de l'eau, un de l'océan, un des forêts, et 2 grandes agences nationales que vous connaissez qui sont les Voies navigables de France et le Conservatoire des espaces naturels. Et l'objectif, c'est que chaque caisse d'épargne ou banque populaire adopte et protège un écosystème local. Ces scientifiques-là nous aident pour dire oui,
Là, vous protégez vraiment la biodiversité parce qu'on peut facilement avoir une action qui n'est pas vraiment utile à la planète. Et ça, c'est bon pour la planète, mais surtout, ça nous permet en local de sensibiliser massivement les habitants, les chefs d'entreprise, en leur parlant en Occitanie de la protection du canal du Midi, en Méditerranée de la protection des Posidonies au large de la Corse, ou dans le nord de la protection de la baie de Somme. Et là, on nomme des lieux qu'ils connaissent, on montre des actions qui sont concrètes, et donc on rend ce sujet de la protection de la biodiversité d'un truc un peu théorique à une action locale qui parle et qui donne envie de renseigner et ensuite d'agir à son échelle. Donc coopérer, c'est avec les acteurs locaux, privés, publics, mais aussi avec les scientifiques, pour se redire c'est quoi l'objectif commun et finalement qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble. Yann, ne m'en tenez pas rigueur, mais il va falloir qu'on clôture cette table ronde. Je voulais juste faire un dernier tour de table pour finir quand même sur une note d'espoir. Et je voulais à chacune et chacun vous demander, sans nécessairement développer, mais juste que vous puissiez me dire une chose concrète qui aujourd'hui continue à vous donner de l'espoir dans ce vaste défi de la transition écologique. Brune, on commence par vous et on finira donc par ce tour de table. Il y en a beaucoup. D'abord le fait qu'à l'échelle locale, quand on désidéologise les sujets, et on pourra y revenir, et je pense qu'il faut aller encore plus loin dans le changement de la façon dont on appelle les choses, même à l'échelle locale, parce qu'on n'est qu'au début de nos peines. Donc je dirais vraiment ça. Et puis, moi, ce qui me donne espoir, paradoxalement, c'est qu'on parle enfin concrètement de la façon dont on va transformer en profondeur notre économie, parce qu'il va falloir le faire, à la fois pour s'adapter et aussi pour réduire les dépendances. Donc je pense que la crise qu'on est en train de vivre, paradoxalement, comme je disais en introduction, elle est vraiment porteuse d'espoir, parce qu'elle va demander de faire les choses radicalement différemment et potentiellement beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Yann. Moi, ce qui me donne toujours de l'espoir, c'est tout simplement les résultats. Quand on constate qu'on a des résultats, alors on se dit bah, c'était bien que je le fasse. Les résultats, c'est par exemple là, les chiffres qui viennent de sortir, qui nous annoncent qu'en Ile-de-France, nous avons réduit de 35% nos émissions de gaz à effet de serre en 10 ans. En 10 ans. Et l'équivalent à peu près en réduction des pollutions de l'air, des particules fines, etc. On respire un meilleur air aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc ça veut dire que ça sert à quelque chose d'agir. Et beaucoup d'exemples en tête aussi, alors c'est beaucoup plus local, où sur la protection à la nature, des fois on fait des choses qui sont parfois modestes. Nous par exemple, on finance des mares, la création de mares. C'est des plans d'eau, des petits plans d'eau. Les constats qu'on fait, c'est que la biodiversité revient à toute vitesse quand on agit très concrètement pour restaurer des milieux. Donc voilà, avoir des résultats, c'est ça qui encourage et qui se dit que voilà, si on s'y met tous, on va y arriver. Merci beaucoup. Valérie, Isabelle, on finit par vous rapidement. Alors, adaptation et coopération, s'il fallait dire 2 mots. Et puis, je vais filer ce sujet des résultats, puisque notre groupe a publié ses résultats hier, et voir que l'ensemble des lignes métiers agit. Ça veut dire plus d'1 milliard pour la rénovation énergétique des logements. Je vous parlais des PME. On va arriver à 5 milliards de financement de la transition et de la décarbonation de façon très, très concrète. Et puis, je vous parlais de nos enjeux internationaux. Voir que les revenus green de ces métiers-là progressent plus vite que les autres revenus, eh ben, c'est un très beau message envoyé à tout le monde, parce que derrière ces chiffres-là, ça veut dire qu'on a des particuliers, qu'on a des entreprises qui s'engagent et qui concrètement agissent. Merci beaucoup. Et je terminerai par la capacité humaine à se mobiliser, à prendre les bonnes décisions. Alors il faut le faire avec le bon niveau de sens pour que ça touche effectivement l'individu là où il peut agir. Mais à chaque fois qu'on le fait, finalement, je suis assez surprise et c'est ça qui donne aussi des bons résultats. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à cette plénière d'ouverture qui donne le ton de ce World Impact Summit. Je crois qu'on peut largement vous applaudir. Merci infiniment et on va poursuivre tout de suite avec la prochaine séquence. Merci. Et alors ce que je vous propose, c'est qu'on va accueillir nos intervenantes et je vous les présenterai juste après, ça sera plus simple.